Ouais, tout ça pour ça. Bon, c'est pas grave, on va commencer par les news de la semaine. Et comme la semaine dernière, on va débuter justement, on va débuter par ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Vous vous souvenez peut-être la semaine dernière, je vous avais parlé de Bolivie, de football en Bolivie, je vous avais parlé du tournoi. On avait fait un petit peu, on en avait profité pour faire un petit peu le point sur ce qui s'était passé dans ce pays-là ces derniers mois et d'évoquer une finale que personne n'avait vu venir entre San Antonio Bulo Bulo et l'Universitario de Vinto. Je vous laisse réécouter l'émission de la semaine dernière ou juste les news que j'ai découpées pour justement, si vous n'êtes pas au courant, pour voir quelles sont ces deux équipes et comment on en est arrivé là. Bref, cette semaine, donc, mercredi et dimanche, c'était la grande finale de ce championnat, la Copa Paceña, première partie de la saison bolivienne, finale entre, donc, je le répète, San Antonio Bulo Bulo et l'Universitario de Vinto, et cette finale a été remportée, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais vous voyez une photo d'un vainqueur, et ce vainqueur, c'est San Antonio Bulo Bulo, qui s'est donc imposé grâce à une victoire au Capriles au match aller mercredi 2-1 et un match nul à la maison au retour, un but partout. Je vais même en profiter pour vous montrer les buts qui ont été marqués. Alors ce sont uniquement les buts de San Antonio Bulo Bulo qui jouent, vous le voyez, en bleu. Et ça tombe bien ce goal de Mi País. Merci Pedro Viseu pour le follow. Vous voyez les buts du match aller, les deux buts de San Antonio Bulo Bulo, avec notamment ce joueur-là qui est en train de marquer, Felipe Passadore. On en avait parlé la semaine dernière de cet attaquant argentin de 23 ans. Si vous n'étiez pas là, je vais quand même rappeler parce que l'histoire est quand même dingue. Ce garçon était sans club, avait déposé et formé à Belgrano, était sans club. C'est lui aussi qui va marquer le seul but du match retour. Il est le meilleur buteur de ce tournoi. Ce garçon avait déposé une annonce sur Facebook dans un groupe ouvert pour les joueurs qui sont libres et qui cherchent un club ou un agent. Il a été meilleur buteur de la Copa Simón Bolívar que San Antonio Bulo Bulo a remporté pour arriver en première division. Et il est donc aujourd'hui meilleur buteur de ce tournoi que son équipe vient de remporter, 23 ans. C'est quand même assez incroyable cette histoire. Et donc voilà, je salue Paul Bismuth qui est dans le chat. Il n'y a pas de Tony Parker à San Antonio Bulo Bulo, Pierre. Salut à Carole. Je viens d'avoir la fibre, j'espère enfin pouvoir regarder en direct. Ça devrait aller, j'espère. Mais t'as raté les bugs de début, donc tu vois, t'arrives au bon moment. Bref, donc je le disais, cette équipe-là est donc championne pour sa toute première saison de l'histoire en première division bolivienne. Vous avez vu les buts. La conséquence de tout cela, c'est que cette équipe-là, San Antonio Bulo Bulo, est la première, vraiment, pour le coup, première équipe qualifiée pour la Libertadores 2025. La deuxième est tombée hier soir, c'était Estudiantes qui s'est imposé au tir au but en finale de la Copa de la Liga Argentina face à Vélez, mais le tout premier qualifié pour la prochaine Libertadores s'appelle San Antonio Bulo Bulo. Vous en savez un petit peu plus sur cette équipe parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Et donc voilà, c'est une grosse surprise, c'est une sacrée sensation. On va voir maintenant comment cette équipe-là va résister. Parce que je pense par exemple à Felipe Passadore, ça va être compliqué quand même de le conserver, mais qui sait. Voilà, je vous laisse, si vous avez Twitter, allez sur Twitter et cherchez en marquant San Antonio Bulo Bulo, vous allez voir que c'est très drôle, il y a beaucoup de choses très drôles. Il y a des clips qui sont mis à base d'équipes brésiliennes, époque Ronaldinho, Adriano et compagnie, pour montrer ce que sera cette équipe en Libertadores l'année prochaine. Bref, voilà, on aura donc un nouveau participant à la Libertadores, il sera bolivien. Et ça sera, je l'ai vu ta blague, Red le Rouge. Je sais pas s'il y aura un San Antonio chômage, mais voilà. Bref, ils sont qualifiés. Vous allez me dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a eu un tournoi avec donc une surprise, un tournoi qui s'est passé somme toute à peu près normalement, mais bien évidemment, on est en Bolivie, donc les choses peuvent pas forcément se passer complètement dans le calme. À la veille du match aller, le club a publié ce communiqué sur ses réseaux que je vais vous traduire tout simplement. Compte tenu des mauvaises campagnes menées par certains clubs, des déclarations surgissent en essayant de ternir notre finale de Cochabamba et la première de notre histoire. C'est pourquoi notre club demande le respect en ce moment, lorsqu'il s'agit de discréditer le tournoi, le tournoi à la Copa Paceña, ce tournoi d'ouverture, avec des plaintes verbales envers notre plus haute entité fédérale.
Je vais vous expliquer ça dans un instant. Nous exhortons Noël Montagno et Marcelo Claure à présenter des preuves de cette diffamation et s'ils ne veulent pas, seulement profiter du moment où ils n'ont pas de compétition pour diffamer le président de la fédération bolivienne. Alors vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce communiqué qu'on envoie à la veille d'une finale pour parler de Marcelo Claure, c'est le président de Bolivar. Noël Montagno, c'est l'ancien président de l'association Cruceña de football. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont nommés? Pourquoi un tel communiqué? Pourquoi parler de discrédit? Et pourquoi donc défendre le président de la fédération bolivienne? Si vous aviez suivi les épisodes précédents, il y a un 9-10 où je parlais de ce président-là, c'est Fernando Costa, l'homme qui a tenté de s'attaquer au match truqué. Je vous renvoie vers cet épisode et vers ce dossier du 9-10 qui doit remonter à 6-7 mois. Bref, alors pourquoi ce communiqué? Eh bien écoutez, on va rentrer un petit peu dans le détail. Noël Montagno, je le disais, c'est l'ancien président de l'association Cruceña de football. Alors, ancien parce qu'il a été viré, il a dégagé, ils l'ont dégagé de la fédération parce que ce garçon a accusé Fernando Costa, donc le président de la fédération, d'avoir, alors ça, lui, c'est Noël Montagno si vous avez les images, d'avoir tout simplement, il a accusé le président de la fédération bolivienne, qui je le rappelle, s'était transformé en lanceur d'alerte pour lutter contre les matchs truqués, les paris sportifs et tout, si vous vous souvenez de tout ça. Il l'accuse donc à Fernando Costa d'avoir acheté l'arbitre d'un match qui avait opposé le Real Santa Cruz à The Strongest en 2021. C'était la dernière journée du championnat. Et en gros, il fallait que The Strongest s'impose pour être assuré du titre. The Strongest avait perdu 1-0. Et donc, il se dit, en tout cas, Noël Montagno dit que Fernando Costa avait fait en sorte que The Strongest perde et donc ne soit pas titré à la fin de cette compétition. Je ne sais pas s'il a des origines catalanes. Le fait est que, voilà, il a été destitué de sa présidence. Sachez que lui aussi est accusé de corruption. Tout le monde s'accuse un petit peu de corruption. C'est un petit peu magnifique. Et donc, vous comprenez ce qu'il y a un petit peu là-dessous, c'est qu'on est en plein règlement de compte. Alors, The Strongest a quand même réagi à tout cela, parce que The Strongest, souvenez-vous des histoires avec Fernando Costa l'année dernière, je vais vous montrer à quoi ressemble Fernando Costa si vous avez des images, c'est lui, Fernando Costa. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, j'ai presque envie de dire, que Fernando Costa avait stoppé le championnat l'année dernière, ça avait mis un foin pas possible parce qu'il voulait faire sortir des équipes, recommencer, enfin voilà. Et The Strongest était aux portes de perdre un deuxième titre qui lui tendait les bras, ça n'est pas arrivé, ils ont fini par redémarrer le championnat et tout. Bref, The Strongest a réagi, et a publié un communiqué que vous voyez, je ne vais pas vous le lire, il est long, c'est juste pour vous montrer. Et en gros, concrètement, que dit The Strongest dans cette histoire? C'est, eh ben écoute, cher Noël, envoie les preuves. Voilà quoi. Et lundi dernier, Bolivar, Oriente Petrolero, Blooming et Royal Paris ont eux envoyé une lettre au comité exécutif de la Fédération bolivienne de football pour qu'il ouvre une enquête contre Fernando Costa, en raison de cette plainte. Une plainte qui, donc, pour l'instant, on n'en a pas vu les preuves. La note, elle a donc été signée par les présidents de ces 4 clubs. Je rappelle, Bolivar, Oriente Petrolero, Blooming et Royal Paris. Bolivar, donc, Marcelo Claure, avec une copie adressée au président de la FIFA, tout simplement, Monsieur Gianni Infantino, histoire de mettre un coup de pression. Donc je vous l'ai dit, je vous avais rappelé ce que faisait Fernando Costa à l'époque, les Noëls dans le foot, quel plaît. Ah bah là, tu vas voir, on en a un bon, et j'en profite tiens, en parallèle pour saluer Renaud 1811, bonsoir à toi. Bon, il y avait eu cette affaire de match truqué, on rappelle que ça n'avait débouché pour l'instant sur rien, ça parlait d'envoyer au pénal et tout, il n'y avait rien. Marcelo Claure, lui, sur Facebook, a demandé une enquête, dans la foulée de The Strongest, son meilleur ennemi, en expliquant il y a une accusation publique contre le président de la Fédération bolivienne de football qui aurait versé 7 000 $ à un arbitre pour nuire à une équipe. C'est grave. Laisser passer cela serait désastreux pour le football bolivien. Ce même président a arrêté le football pour de prétendus matchs truqués et ici, tout le monde fait semblant d'être fou. Les championnats ne sont plus crédibles. Le président en question devrait se mettre en retrait de ses fonctions jusqu'à ce qu'une enquête soit menée et assumer sa défense et clarifier publiquement. Je vous passe la suite parce que voilà.
Voilà, il a donc emboîté le pas de Noël Montagno, mais dans l'histoire, donc, il n'y a absolument rien. Alors, Claure dit, je ne dis pas que Costa est coupable, mais qu'il veut une enquête. Alors, dans l'histoire, pour l'instant, il n'y a pas d'enquête, et la chose la plus rigolote, pour essayer de boucler un petit peu et un petit peu aller continuer dans le n'importe quoi, et c'est pour ça que je vous dis aussi que ça ressemble un petit peu à un règlement de compte à Hockey Choral, c'est que l'avocat de l'association Cruceña des football, qui s'appelle Wilfredo Vélez, et qui était aussi accessoirement l'avocat de Noël Montagno, a démissionné la semaine dernière en expliquant qu'il a demandé des preuves à son client et que son client ne les lui a jamais montrées. Donc, il y a eu, on résume, on a donc un membre de l'association, le président de l'association Cruceña de football, qui accuse le président de la fédération bolivienne d'avoir acheté un arbitre pour truquer un match qui a donc privé The Strongest d'un titre, qui n'a avancé absolument aucune preuve. The Strongest a dit, bah vas-y, envoie les preuves. Bolivar, qui dans l'absolu n'est pas concerné par l'histoire, a dit, il faut ouvrir une enquête. Ils sont plusieurs clubs à dire, il faut ouvrir une enquête contre le président de la fédé. Il n'y a aucune preuve qui a été montrée, et même le président du gars qui a lancé cette attaque a démissionné parce qu'il n'a pas de preuves. Et il ne veut même plus que son nom soit associé à cette histoire. Et ce cher, pour boucler complètement, et vous voyez à quel point c'est le bordel très rapidement en Bolivie, et c'est voilà, toujours un peu le même problème, malheureusement. Ce cher Vélez, Wilfredo Vélez, a ajouté qu'il existait un complot pour faire tomber Fernando Costa, que ce complot était fomenté par Noël Montagno et soutenu par plusieurs présidents de clubs, dont Blooming et Oriente Petrolero. On peut imaginer qu'il y a aussi peut-être Claure dans l'histoire. Voilà, tout le monde règle ses comptes. Les traditionnelles petites luttes de pouvoir et les chamailleries entre eux, c'est la Bolivie. C'est ce qui plombe complètement le football bolivien depuis des années. C'est pas prêt de s'arrêter. Mais voilà, on était sur une finale qui était plutôt sympathique, avec voilà, des choses, des nouveautés, enfin, deux équipes qu'on n'attendait pas, avec des modèles, je le disais la semaine dernière, particuliers, masse salariale très faible, comme ça on peut payer les joueurs. C'est pas un détail en Bolivie. Donc voilà, bref, c'est la Bolivie, c'est magique, on en retient quand même qu'on a donc un champion qui s'appelle San Antonio Bulo Bulo, qui est la première équipe qualifiée pour la Copa Libertadores 2025. Elle sera le premier représentant bolivien, et je le disais, elle a été rejointe par une deuxième équipe hier, Estudiantes, qui s'est imposée face à Vélez au tir au but. On va changer totalement, mais totalement d'ambiance. On va être sur des choses où pour l'instant ça va, ça se passe bien. On va pas être sur des polémiques. Gabriel Garcia Marquez ferait un super roman de cette histoire. Je pense que ça serait un roman compliqué à écrire. Je pense que le jour où quelqu'un va vouloir se lancer là-dedans, Alessandro, voilà, bon courage à lui, parce que on est dans du thriller politique, donc voilà, faut y aller. Bref, on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus joyeux. On va parler de football féminin. On va parler du Sudamericano U20 féminin qui se tenait en Équateur et qui vient de se terminer. Il s'est terminé hier. Il s'est terminé sur pas une surprise, tout simplement. Il s'est terminé sur la victoire du Brésil, qui a donc remporté cette épreuve. J'explique brièvement un petit peu comment ça fonctionne tout cela, à moins que... Attends, je vais répondre à la question de Renaud. Est-ce que l'équipe nationale bolivienne peut faire une Copa América correcte ? C'est compliqué à dire. Est-ce qu'on va laisser travailler tranquillement son sélectionneur jusqu'au bout ? Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Est-ce qu'elle peut faire une Copa América correcte ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer de se qualifier. C'est pas être compliqué pour les tours à élimination directe. On va voir. Mais je suis pas convaincu que Zago puisse aller et dépasse la Copa América. C'est toujours un peu le bazar en Bolivie. La meilleure chose qui pourrait arriver à la Bolivie, c'est que Zago puisse rester même après la Copa América pour continuer à travailler. Et ça sera un autre débat, et on en parlera dans une autre émission probablement quand on parlera de Copa América, parce que forcément on parlera beaucoup de Copa América dans les mois à venir. Copa América version U20 féminine, le roi de la transition, il est là. Je le disais, vous le voyez, les Brésiliennes qui se sont imposées. Merci à Chudou pour le follow.
Pour vous expliquer un petit peu, si vous n'êtes pas trop habitué à ces compétitions-là, parce que c'est pas le même format justement que la Copa América chez les grands, chez les A et chez les hommes. Le Sudamericano U20, c'est pareil chez les filles et chez les garçons. Vous avez d'abord une première phase de groupe où les 10 pays sont répartis en deux groupes de 5. Les 3 meilleurs de chaque groupe se qualifient pour un tour final à 6, d'où le nom de ce tour final qui est hexagonal. Voilà, c'est pas trop compliqué à comprendre. Et là, cette année, à cette hexagonale finale, donc 6 équipes, et on devait définir quelles seraient les 4 équipes qui accompagneront, choisissez, la Colombie à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Et donc, le Brésil s'est imposé. Pourquoi dis-je que ce n'est pas une surprise, cette histoire? C'est parce que c'était la 10e édition du Sudamericano U20 féminin, et c'est juste la 10e victoire du Brésil. Voilà, elles sont championnes chaque année. Donc les Brésiliennes sont encore championnes et elles seront accompagnées. Donc quels sont les pays, outre la Colombie, mais je vais vous expliquer dans un instant pourquoi, vont les accompagner. Vous le voyez sur cette image, il va s'agir de l'Argentine, du Paraguay et du Venezuela. Petite anecdote, petite statistique au passage, le Paraguay a terminé 2e de ce Sudamericano et c'est la 4e fois en 10 éditions que le Paraguay est la 2e meilleure nation chez les filles, chez les U20, sur le championnat sud-américain de football. Alors, ça qualifie donc ces 5 équipes pour la Copa América, la Coupe du Monde de la catégorie. S'il y en a 5 qui se qualifient, c'est qu'il y en a une, voilà, qui se retrouve un petit peu à la place, vous voyez ce que je veux dire. Cette équipe-là, c'est le Pérou, qui a donc terminé 6e de l'hexagonale et qui a même pris 2 tolls. Hein. Ils ont pris 5-0 contre l'Argentine et 6-1 contre le Venezuela. Et c'est terrible parce que les filles de la Blanquerroja avaient fait un super premier tour et elles se sont complètement écroulées sur ce tour final. Bref, donc, je le disais, vous avez ces 5 équipes qui viennent compléter le casting de la Coupe du Monde. Casting qui est donc désormais complet pour la Coupe du Monde. Y a-t-il le même accord CONCACAF pour les compétitions féminines dans les catégories de jeunes suite à la Copa Panamericana chez les hommes et aux USA, les féminines Dames Sud admises à la Gold Cup? Je sais pas si... Alors en tout cas, ils l'ont pas fait sur ces tournois-là parce qu'ils étaient qualificatifs à la Coupe du Monde, Alessandro. Je ne suis pas sûr qu'ils le fassent chez les U20. Ce genre de compétition où on invite parce que c'est des compétitions qualificatives. Ce qui n'est pas le cas d'une Gold Cup, ce qui n'est pas le cas d'une Copa América chez les A, par exemple. Donc, faudrait regarder dans le détail les accords qu'il y a entre Nord et Sud, mais je ne suis pas convaincu que les U20 en fassent partie. Peut-être qu'ils auront des rencontres d'organiser. Je t'avoue, je ne sais pas. Faudrait regarder. C'est une bonne question. Faudrait regarder là comme ça. Je ne saurais te répondre. Bref, on va revenir donc à cette Coupe du Monde 2024, parce qu'elle va se dérouler à la fin de l'année. Et pourquoi la Colombie est déjà qualifiée? Parce que c'est la Colombie qui va l'accueillir, cette Coupe du Monde. Tout simplement, ça se déroulera du 31 août au 22 septembre prochain. C'est la 11e édition de la Coupe du Monde de la catégorie. Tout simplement. Ça n'est que la 2e qui va être organisée en Amérique du Sud. Petit clin d'œil quand même, c'est assez rigolo. La précédente, c'était en 2008 au Chili et c'était celle avec laquelle, c'était le sujet sur laquelle a été écrit le tout premier article, le billet inaugural de Lucarne Opposé, puisqu'à l'époque, j'avais parlé de la demi-finale qui attendait l'équipe de France U20 face à la Corée du Nord dans cette Coupe du Monde U20. Bref, il y a des petites nouveautés quand même sur cette Coupe du Monde U20 féminine 2024. C'est la première qui va se disputer à 24 équipes. Donc voilà, on étend un petit peu le nombre de participants. Je vous rappelle que l'Espagne est la tenante du titre, ou je vous le rappelle, ou peut-être que vous ne le saviez pas. Le Brésil a fini 3e de la dernière édition. Il avait été éliminé en demi-finale par le Japon. Et si vous voulez un petit peu plus d'infos, donc je le disais, début de l'épreuve, 31 août prochain, finale le 22 septembre, ça va se répartir sur 4 stades, et le tirage au sort des groupes, la France y participe, hein, j'ai pas noté le casting complet, mais la France va y participer, et le casting complet, le tirage au sort de la phase de groupe, la France est même dans les têtes de série et dans le chapeau 1, le tirage au sort des groupes aura lieu le 5 juin prochain à Bogota, forcément, on ira en parler à un moment donné, on en parlera de cette histoire et de ce tirage, on dévoilera les groupes complets, voilà. On en reparlera, mais si vous voulez suivre la Coupe du Monde U20,
Eh bien, ça se déroulera en Colombie partir de la fin août. Favori USA, Brésil, Espagne. Ouais, j'aurais tendance à dire ouais, attention aux Asiatiques aussi traditionnellement. Je crois me souvenir qu'il y a encore le Japon qui est là. Je crois qu'il y a la Corée du Nord qui est là. Mais ouais, j'aurais tendance à dire ça. Peut-être Pays-Bas devrait être pas trop mal. Je sais pas si elles y sont les Néerlandaises, je sais plus, mais je sais que ça bosse bien chez les filles au niveau des Pays-Bas. Et pourquoi pas les Bleus, hein, mais bon, on verra bien. Bref, on en reparlera de tout cela. On va 5 juin, ça me fait penser à la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la zone CONCACAF. Ouais, bah, ça va se bousculer hein, là les choses. Surtout qu'après, on a la Copa América qui débute quelques jours plus tard et l'Euro qui arrive aussi pour les Européens. Bref. On va passer à la dernière news de la semaine. Alors je disais, on a commencé sur du un peu lourd, même si on avait de la joie avec un titre. On est sur quelque chose un peu plus sympa. Là, on va rigoler un petit peu. On va aller au Chili. Alors, c'est parce que c'est quand même quelque chose qui a fait réagir. On va prendre un peu de recul parce que c'est quand même assez drôle, assez terrible. Je vais vous emmener à Iquique, c'est un port, une ville portuaire au nord du pays. Hein. On n'est pas très très loin en termes de kilomètres et d'heures de route de la frontière avec le Pérou. Et je vais vous emmener dans ce stade, magnifique stade d'ailleurs, qui porte un joli nom, Tierra de Campeones, terre des champions, tout simplement. C'est le stade de la ville et c'est le stade de l'équipe locale, le Deportes Iquique, qui est probablement une des équipes qui a l'un des plus beaux surnoms, puisque ce sont les Dragons Célestes, si je vous le traduis en français. Bref, on va pas parler d'état de terrain, on va pas parler de football, de choses. Une ville réclamée par la Bolivie, exactement. On est sur la partie nord qui a été annexée une fois qu'il y a eu la guerre Pérou-Bolivie. Quand Pérou et Bolivie ont décidé d'attaquer le Chili et que les Chili a contre-attaqué, il a mangé tout le nord. Hein, donc ça fait partie des territoires entre guillemets conquis. Bref, on va pas parler de ça, on va même pas parler de football dans l'histoire. Pourtant, il y a un terrain de foot au milieu de ça. Vous me dites, mais qu'est-ce que ça vient faire là? C'est parce que on va parler de police. Alors, il y a eu une opération qui a été menée par ce qui s'appelle la Brianco, la brigade antidrogue de la police chilienne. Cette opération magnifique, qui a un nom Opération Fantasma, voilà, a été un vrai succès. Hein, donc c'est lutte contre les narcos et le trafic. Hein, et cette opération a été un vrai succès parce que les forces de l'ordre ont saisi 1600 kilos de drogue et ont arrêté 6 personnes. Alors vous me dites, bon ok, super, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que ces chères forces de l'ordre, au lieu de faire des tweets en mode certains de nos ministres français ou certains de nos préfets, ou etc., ils se sont dit, la Brianco s'est dit, on va faire une conférence de presse histoire de montrer qu'on est des champions. Et ces champions-là, ils ont trouvé une idée de fou. Ils se sont dit, on va faire la conférence de presse dans ce stade, au Tierra de Campeones. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils se sont dit, étape d'après, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez quoi, on va carrément mettre tout ce qu'on a saisi sur le terrain. Voilà. Donc, ils ont posé 1600 kilos de drogue sur le terrain du stade du Deportes Iquique, et qui est aussi le stade municipal. Vous voyez les images en gros plan de à quoi ça ressemble, et vous voyez, je vais vous montrer une image un petit peu plus lointaine. Voilà ce que ça donne. Il y a des morts, voilà, il y a des paquets de drogue déposés un petit peu partout sur le terrain. Ils ont montré leur force, sauf que ça n'a pas fait rire du tout. Parce que sur ce terrain-là, sur ce stade-là, qu'ils ont donc fermé à ce moment-là, d'habitude, alors quand c'est pas l'équipe de foot qui joue, ce sont les gamins de la ville, puisque c'est le stade municipal. Donc, ça a grogné par rapport à ça. Le correspondant de la radio, d'une radio de la région, Christian Nunez, a partagé ça sur Twitter pour montrer son indignation, et ça a explosé derrière. Le conseiller municipal de la ville, Washington Santos, a carrément envoyé une lettre au maire de la ville en lui disant « Non mais mec, c'est pas possible, le stade ne peut pas être utilisé pour montrer des images de ce type, parce que il estime, à juste titre, hein, ou pas, hein, voilà, que l'image d'un stade de foot ne peut pas être utilisée pour montrer une saisie de drogue, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans un stade. Et en plus, voilà, le club n'a pas vraiment réagi. On sait qu'au niveau du foot, ça a grogné un petit peu sur certains, parce que voilà, tu associes donc
l'image du club aussi à ces prises, à ces échantillons, enfin à cette capture, à cette lutte contre les narcos. On est quand même dans des coins où c'est un peu, hein, faut faire attention. Et on a même des athlètes, hein, qui font de l'athlétisme. Un qui est local, qui est un coureur de 400 mètres, notamment au Chili, qui s'appelle David Escobar. Non, ne riez pas, je vous jure que c'est vrai. Qui est triple médaillé, hein, quand même, dans les Jeux sud-américains. Qui a fait part de sa colère parce qu'il explique carrément qu'ils sont allés poser ça sur le terrain d'herbe, que eux, athlètes, n'ont même pas le droit de fouler sous peine de prendre des sanctions. Bref, c'est la news un petit peu rigolote. Ça fait rire, hein, quand même, c'est pas grave, c'est pas la mort. Mais voilà. C'est juste pour dire à nos chers communicants des forces de l'ordre, essayez de trouver d'autres idées quand même. Voilà. René Latop est passé par là. Écoute, je sais pas. Alors imagine s'ils se sont amusés à en crever un petit peu de temps. Enfin, s'il y a eu des fuites de temps en temps, je sais pas. Je te laisse imaginer, je te laisse aller chercher l'image de Rudy Fowler quand avec Liverpool, Robbie Fowler, pardon, avec Liverpool. Voilà, bah tiens, voilà. On a eu la même idée, Alessandro. Voilà, bref. Mais bon, en tout cas, ça grogne. C'est pas la mort, c'est pas un truc très grave. Vous voyez, on termine sur du un petit peu plus léger. Mais en tout cas, ça a pas fait beaucoup rire quand même au Chili, cette histoire-là. Et on peut, dans l'absolu, on peut les comprendre.